Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qui nous excite le matin et nous procure plaisir et douces sensations. Je veux parler bien sûr du thé et du café. Vous allez me dire, est-ce que c'est utile de faire une vidéo sur ce thème? Si vous êtes curieux, ça peut être judicieux effectivement. Générique. La caféine et théine sont connus pour leurs effets excitants. Cependant, les effets excitants du thé sont notablement différents de ceux du café. Le café est un excitant et réduit les effets de la fatigue. Le taux de caféine produit un pic d'intensité qui retombera aussitôt après une durée de 2 à 3 heures après son ingestion. C'est pour ça que les buveurs de café ne rechignent pas à en prendre plusieurs fois par jour. Le thé, quant à lui, sera plutôt un stimulant, il ne va pas vous énerver. La diffusion de la théine se propage dans le sang de manière uniforme pour une durée de 6 à 8 heures. Après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée dans le monde. Mais alors, quelle est la différence entre théine et caféine? Eh bien, ce schéma des deux molécules vous dévoile la réponse. En fait, aucune, c'est exactement pareil. La première fois que l'on a pu extraire la molécule de café a été fait en 1822. Il faudra attendre 15 ans pour refaire la même chose et extraire la théine du thé. À l'époque, tout prêtait à penser qu'il s'agissait d'une molécule différente. Mais quelques années plus tard, suite à quelques expériences, la conclusion est claire, c'est bien de la caféine qui avait été extraite du thé. Cependant, le thé contient une molécule qui lui est propre, la théanine, un acide aminé uniquement présent dans le thé. Elle est à la fois un effet stimulant, sédatif et relaxant. Il y a certes de la caféine dans le thé, mais la teneur, c'est-à-dire le nombre de molécules contenues dans un volume donné, n'est pas la même dans les deux boissons. On retrouve par exemple dans 100 ml de café filtre ou expresso la teneur de 90 mg. Dans un café soluble, elle descend à 60 mg et dans un café décaféiné, elle tombe à 3 mg. Vu que ça s'appelle décaféiné, niais. Dans une tasse de 100 ml de thé, on obtient 40 mg, soit 2,5 fois moins que dans le café. On retrouve de la caféine dans d'autres boissons comme la boisson ou cola avec 15 mg pour 100 ml et même dans le chocolat au lait avec 3 mg. Tout commence en 2737 avant notre ère en Chine. Selon la légende, alors que l'empereur Shen Nung faisait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour se désaltérer, une légère brise agita les branches et détacha quelques feuilles. Elles se mêlèrent à l'eau et lui donnèrent une couleur et un parfum délicats. L'empereur y goûta, s'en délecta et en reprit. L'arbre était un théier sauvage. Le thé est né. D'autres histoires folkloriques existent aussi et diffèrent selon les pays. L'habitude de consommer le thé s'est donc d'abord développée en Chine, puis s'est propagée à travers le monde par les différentes routes commerciales. En Chine, c'est durant la dynastie des Tang que le thé est devenu une boisson quotidienne. L'Europe découvre le thé au XVIIe siècle grâce au développement des relations entre l'Orient et l'Occident. La première importation de thé se fait par la Compagnie des Indes orientales en 1610, d'abord en Hollande, puis en France et en Angleterre. Au début du XXIe siècle, 1,5 milliard de tasses de thé sont bues chaque jour dans le monde. Le théier est un arbre à feuilles persistantes, pouvant atteindre de 10 à 15 mètres. Il est originaire d'Extrême-Orient. C'est un arbre nécessitant du soleil, il n'est pas adapté pour notre climat, mais vous pouvez quand même en faire pousser chez vous. Suivant un calendrier précis, la cueillette a une influence importante sur le thé. Selon la région d'origine, l'altitude du jardin, le cultivar, c'est-à-dire l'espèce d'arbre utilisé en culture, le savoir-faire des cultivateurs, le choix des feuilles qui sont prélevées ou encore la quantité des bourgeons présents, chaque récolte donnera naissance à des thés différents. L'objectif de cette étape est de rendre la feuille de thé plus souple et de lui faire perdre une grande partie de son humidité. Durant cette étape, les feuilles qui sont mises en contact de l'oxygène vont amorcer le processus d'oxydation. Les feuilles sont étalées sur une grande toile ou de manière uniforme sur une grille. Le roulage consiste à rouler les feuilles sur elles-mêmes dans le sens de la longueur afin de les façonner et de faire ressortir les sucs et huiles essentielles. C'est durant cette étape que vont se révéler l'astringence ou amertume du thé, ainsi la saveur, le corps et la couleur de la liqueur. Au contact de l'oxygène de l'air, les feuilles sont mises au repos dans une atmosphère chaude et humide. Cela va favoriser le phénomène chimique que l'on appelle oxydation enzymatique et oxyder les feuilles de thé. Ne pas confondre avec la fermentation. A noter que les thés verts ne subissent pas cette étape car ce sont des thés non oxydés. Le but de cette étape est de stopper le processus d'oxydation.
Pour cela, on va chauffer les feuilles encore humides à une température élevée de manière brutale pour les sécher. Ce séchage intense va alors détruire l'enzyme responsable de l'oxydation. Le temps de séchage et la température utilisée sont primordiaux, ne pas confondre avec la torréfaction. Les feuilles sont séchées dans des cubes cylindriques chauffés à haute température. Lors de cette dernière étape, les feuilles sont tamisées pour se débarrasser des poussières et des tiges, puis elles sont triées en fonction de leur calibre. Ces opérations sont effectuées mécaniquement à l'aide de machines et ou manuellement. Ensuite, les feuilles sont emballées. Vous pouvez en déduire que c'est un processus long et fastidieux. Nous consommons souvent des produits sans même nous apercevoir du travail de fabrication derrière. Originaire d'une province d'Éthiopie, nombre de légendes circulent concernant la découverte des effets du fruit du caféier. La culture de la boisson du café remonte au XIe siècle. À cette époque-là, le café est arrivé de son pays natal, l'Éthiopie, en Arabie. Le nouveau vin de l'islam enthousiasma les Perses par son effet stimulant car le véritable vin était interdit aux croyants musulmans. La désignation café provient de l'ancien arabe kawa, l'excitant. Au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, le café s'est répandu au-delà de la Mecque et de Médine dans le grand royaume arabe et a conquis également le Caire en 1510. Dans la première moitié du XVIe siècle, le royaume ottoman est arrivé à son apogée. De ce fait, le café a joué un rôle de plus en plus important en Arabie, en Asie mineure, en Syrie, en Égypte et dans le sud-est de l'Europe. En 1615, des commerçants vénitiens ont apporté les premiers sacs de café en Europe occidentale. Au début du XXe siècle, le Brésil est devenu le plus grand producteur de café au monde. Aujourd'hui, presque toute la production de café provient d'Amérique centrale, du Brésil et des zones tropicales d'Amérique du Sud. La production mondiale de café atteint environ 150 millions de sacs par an. De nos jours, c'est 2,5 milliards de tasses de café bues quotidiennement dans le monde. Pour passer du caféier au sachet de café moulu que l'on retrouve dans les grandes surfaces, un long processus se met en place. Chaque étape est minutieusement réfléchie pour permettre au café de révéler chacun de ses arômes les plus subtils. Le caféier est un arbuste tropical au feuillage brillant et aux fleurs blanches parfumées. Le fruit du caféier est une drupe, autrement dit un fruit charnu à noyaux comme la pêche ou la cerise. C'est d'ailleurs le nom qu'on lui donne en raison de sa ressemblance avec le fruit du cerisier. La première étape est la récolte. Elle doit s'effectuer quand les cerises arrivent juste à maturité. En effet, les dupes vertes augmentent l'amertume du café et les cerises devenues violettes apportent un goût âcre de pourri. La récolte peut s'effectuer de deux façons différentes. La cueillette manuelle qui consiste à sélectionner chaque cerise à la main. Elle est donc relativement coûteuse mais fournit du café de bonne qualité. L'égrappage qui consiste à secouer les arbres pour en faire tomber des fruits. Cette technique est moins onéreuse mais la qualité du café n'est pas certifiée car plusieurs cerises issues d'un même arbre n'ont pas forcément le même degré de maturité. La deuxième étape est d'extraire la graine de son enveloppe. Deux techniques peuvent être employées. Soit les cerises sont étalées et séchées au soleil pendant plusieurs semaines, ce qui leur donne un aspect marron et ensuite la graine est séparée mécaniquement de son enveloppe, ou soit la méthode humide est utilisée. Très tôt après la récolte, les cerises sont dépulpées et mises dans une substance gélatineuse. Ensuite, les graines fermentent dans de l'eau entre 18 et 48 heures, puis la fine couche qui enveloppe le grain est retirée. La troisième étape est le fameux processus de torréfaction, considéré comme un art. Les grains sont placés dans un grilloir cylindrique muni d'un tambour et chauffés par le dessous. Un mouvement de rotation permet aux grains de ne pas brûler et d'être torréfiés de façon uniforme, permettant ainsi de faire ressortir de subtiles saveurs. Les industriels détournent ce procédé car trop onéreux. De l'air à près de 700 degrés est pulvérisé sur des grosses quantités de grains de café. C'est moins glamour. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, ce qui démontre que cela vous a intéressé quand même ou que vous êtes forcé à regarder parce que vous êtes de ma famille. Merci maman. À très vite.